Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame. Oui, Ok. madame. Donc, dans 2 petites minutes, on commencera le cours. D'accord. Bien, alors je pense qu'on va commencer. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches. Donc, je vais faire le cours, mais si vous avez donc des interventions, s'il vous plaît, faites-le par écrit. Comme ça, donc je vais lire au fur et à mesure et vous répondre. C'est bon, vous m'entendez? Oui. D'accord, très bien. Alors, on va parler aujourd'hui du noyau interphasique. Donc, on a vu donc, pas mal d'organites en fait durant l'année. Et puis, nous sommes arrivés à l'avant-dernier chapitre, donc intitulé Noyau interphasique. Alors, pourquoi spécifiquement j'ai mis interphasique et non pas noyau tout court? Parce qu'on va parler du noyau pendant une phase où il a tous ses composants. Donc, plus tard, quand je ferai le cycle cellulaire, vous allez mieux comprendre ce que c'est que l'interphase en fait. Alors, comme vous le voyez affiché, en fait, le noyau interphasique est composé donc d'une enveloppe nucléaire, elle-même formée de deux enveloppes, de deux membranes, pardon, donc une membrane interne et une membrane externe. Vous avez le nucléoïde, la chromatine, et vous avez des pores nucléaires. D'une manière générale, donc, le noyau est le support de l'information génétique. Il occupe environ 6% du volume cellulaire. Et bien sûr, tout ce qui est taille du noyau, la forme, le nombre et la position sont variables. Par exemple, pour le nombre, en général, les cellules présentent un seul noyau, donc un noyau unique. Ou alors, certaines cellules, comme les hématies, le noyau est absent. Certaines cellules peuvent contenir 2 noyaux, tels que les cellules cardiaques, ou encore plusieurs noyaux, tels que les ostéoclastes, qui peuvent contenir jusqu'à 10 et plus noyaux par cellule. Il y a également une variabilité dans la position du noyau au niveau donc, des tissus. Alors,
la position peut être centrale, ça veut dire le noyau est central tel que le cas des lymphocytes, ou encore le noyau peut être basal tel que c'est le cas des cellules glandulaires à sécrétion exocrine, ou encore périphérique dans les cellules musculaires ou adipocytes. Alors, nous avons les 4 principaux composants au niveau du noyau. Nous avons donc l'enveloppe nucléaire, l'intérieur, donc le milieu nucléoplasme, nous avons le nucléole et la chromatine, donc le support donc, du matériel génétique. Alors, on va commencer par l'enveloppe nucléaire. Alors, vu au microscope électronique, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, vous avez cette fameuse enveloppe nucléaire qui est composée en fait de 2 membranes. Donc, j'ai dit une membrane externe et une membrane interne. Et cette enveloppe nucléaire est parsemée de pores nucléaires. Alors, donc schématiquement, vous avez ici donc, la membrane nucléaire externe, ici la membrane nucléaire interne avec un espace périnucléaire. Et là, donc, c'est pas continu, c'est discontinu avec des pores nucléaires qui vont justement permettre les échanges entre le cytosol et le nucléoplasme. Si on voit un peu le détail donc, des pores nucléaires, en fait, c'est des structures qui sont tripartites. Et donc, l'anneau comprend, en fait, le pore nucléaire comprend un anneau luminal qui est enchâssé dans l'enveloppe nucléaire. Et il est placé donc, entre un anneau cytoplasmique et un anneau nucléaire. Alors, il est formé également de nucléoprotéines qui vont jouer un rôle essentiel dans le transport des molécules à travers ces fameux pores. On remarque également en fait que le côté interne de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire est tapissé par un revêtement protéique qui constitue ce qu'on appelle la lamina, ce que vous voyez ici en bleu. Et nous avons principalement 3 types de lamines qui sont donc des protéines A, B, C qui appartiennent donc à la famille des filaments intermédiaires dont on a largement discuté lors du chapitre cytosquelette. Alors, l'avantage ou le rôle en fait de cette lamina, c'est qu'elle va permettre la fixation de la chromatine d'une part, et elle va donc stabiliser aussi bien l'enveloppe nucléaire que les pores nucléaires. Donc, elle va maintenir la forme du noyau. Alors, cette enveloppe nucléaire au niveau de laquelle nous allons trouver des ouvertures qu'on a appelées les pores nucléaires, vont en fait permettre les échanges. Les échanges vont se faire dans les 2 sens. Aussi bien dans le sens cytosol-nucléoplasme que dans le sens nucléoplasme-cytosol. Alors, nous avons donc des transports passifs qui vont pouvoir concerner, par exemple, le transport des ions ou encore le transport des petites molécules. Et nous avons donc des transports actifs qui vont concerner, donc, dans ce cas-là, des molécules un peu plus grosses et qui vont dépasser un poids moléculaire donc, de 60 kDa. Et ces mouvements d'import et d'export à travers le pore vont permettre l'entrée des éléments nécessaires pour le noyau et la sortie des éléments qui ont été fabriqués au niveau du noyau et qui vont aller dans un premier temps au niveau du cytosol. Alors, donc, cette enveloppe nucléaire, on vient de le dire, donc elle joue un rôle important dans tout ce qui est transport nucléocytoplasmique, avec des transports passifs, des transports actifs, j'ai dit, en tenant compte bien sûr du poids moléculaire. On verra un peu plus tard
qu'il va y avoir une synthèse donc, des sous-unités ribosomales qui vont se faire au niveau donc, donc, du nucléole et donc la formation va nécessiter ou demander en fait des protéines qui vont passer à travers l'enveloppe nucléaire via les pores, qui vont également donc permettre la sortie plus tard des sous-unités ribosomales donc, et cette sortie se fera également via ce système de pores. Alors, il a été remarqué en fait que entre une cellule active et une cellule inactive, il va y avoir une différence en fait au niveau du nombre de pores nucléaires. Plus la cellule est en activité, plus le nombre de pores nucléaires va être important, permettant ainsi un meilleur échange, ou augmentant la surface d'échange entre les deux milieux. Alors, le deuxième composant, on va parler en fait donc du nucléoplasme. C'est un gel qui va renfermer donc le ou les nucléoles, tout dépend des cellules, de la chromatine et donc le nucléocytosquelette qui sera constitué de protéines fibreuses dans l'actine. C'est un milieu qui sera riche en enzymes, qui est le siège du métabolisme nucléaire, la réplication de l'ADN, la transcription de l'ARN, etc. Alors, le constituant suivant, ça va être le nucléole. Alors, le nucléole, il se présente bien sûr sous forme d'un corps nucléolaire. Il est entouré d'hétérochromatine. Je vais expliquer en détail ce que c'est après. Alors, on voit en microscopie électronique que, en fait, ce corps nucléaire, il présente une zone granulaire qui est plutôt donc, au niveau donc, de la périphérie du nucléole et une zone fibrillaire qui occupe une position plutôt centrale du nucléole. Alors, la zone granulaire, en général, donc, il va y avoir une accumulation, donc tout ce qui est nucléoprotéines, les ARN, les protéines ribosomales, qui vont donc constituer des sous-unités ribosomales. Et la zone centrale fibrillaire, c'est à ce niveau-là que se fera la transcription active donc, de multiples gènes codants pour l'ARNR. Et bien sûr, les deux zones contiennent des protéines. Alors, quel est le rôle du nucléole? Et là, nous avons pu entamer ce rôle-là lors du chapitre ribosome. Et nous avons dit en fait que le nucléole est le siège de la biosynthèse des ribosomes. Donc, on va revenir un peu en arrière et faire un petit rappel. Au niveau des cellules eucaryotes, les ribosomes, la grande unité, rappelez-vous, nous avons principalement 3 chaînes d'ARNR dont les coefficients de sédimentation sont 5S, 28S et 5,8S, avec une moyenne de 49 protéines. Et la petite unité ribosomale est constituée donc d'une chaîne d'ARNR à 18S avec 33 protéines. Alors, dans un premier temps, donc, au niveau du nucléole, il y a la transcription à partir de l'ADN, donc de l'ARNR, qui est en fait une chaîne longue et dont le coefficient de sédimentation est de 45S. Ensuite, donc, il y a des méthylations et des transformations où cette chaîne-là, en fait, à 45S, va donner 3 principales chaînes, donc, dont les coefficients sont 5,8S, 18S et 28S. Alors, donc, nous dirons dans ce sens que les ARNR 5,8S, 18S et 28S ont pour origine de l'ADN nucléolaire, puisque c'est au niveau du nucléole. Alors, ce qui manque à ces 3 chaînes, en fait, c'est la chaîne 5S.
Et dans ce cas-là, la chaîne donc, ARN5S est transcrite à partir de l'ADN nucléaire. Donc là, j'aurai les 4 types de chaînes. Ce qui va manquer, en fait, c'est les protéines, car on l'a toujours dit, donc mathématiquement, ribosome, c'est ARNR plus protéines. Et donc, ce sera les ribosomes libres du cytosol qui vont synthétiser les protéines. Et une partie de ces protéines va aller via les pores nucléaires au niveau du noyau, s'associer donc avec les différentes chaînes d'ARNR et former ce qu'on appelle donc les sous-unités ribosomales. Les sous-unités ribosomales, une fois formées, vont passer pour arriver jusqu'au cytosol à travers les pores nucléaires. Et là, donc bien sûr, ça sera sous forme de sous-unités ribosomales et ces sous-unités ne vont s'associer que s'il y a éventuellement donc une synthèse protéique qui va être déclenchée par l'arrivée de l'ARN messager. Bien. Alors, le dernier composant, on va parler de la chromatine. En fait, la chromatine, c'est un assemblage d'ADN et de protéines. Et bien sûr, cette chromatine, elle va se présenter sous 2 états. 2 états selon le moment du cycle, en fait. Donc, je parlerai de chromatine quand la cellule n'est pas encore en division. Sinon, je parlerai de chromosome qui est un état condensé, en fait, de la chromatine. Donc là, je fais les 2 présentations. Donc, chromatine, et pendant la division, ce sera sous le terme de chromosome. Alors là, schématiquement, j'ai trouvé sur le net donc l'évolution de la chromatine lors du cycle cellulaire. Donc, vous avez pendant l'interphase, vous avez cet état-là donc de chromatine sous forme de collier de perles qui va au fur et à mesure commencer à se condenser jusqu'à ce que j'en entre dans la division elle-même. Et puis, il y aura la division cellulaire et la chromatine va être donc condensée et sera sous forme de chromosome. Bien, donc nous allons voir en détail en fait c'est quoi cette chromatine et de quoi elle est réellement constituée. Alors, donc la chromatine en fait, elle est formée de fibres chromatiniennes qu'on appelle également les fibres nucléosomiques qui, suite à la condensation plus tard lors de la division, nous donnera le fameux chromosome. Alors, c'est un mélange de protéines et d'ADN.